Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 79. C'est un épisode qui est né suite à des stories en sondage sur Instagram où vous m'avez demandé de travailler autour de la gestion du temps, de la question du temps, et moi c'est un thème que j'adore. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous avez vu qu'il arrivait très tôt, cette histoire de temps de qualité, cette histoire d'occuper notre temps avec des choses vraiment qui nous font du bien, qui nous font plaisir, que ce soit seul, en couple ou en famille. Donc vous avez eu peut-être déjà l'occasion de m'entendre parler du temps et ça va être l'occasion aujourd'hui d'approfondir vraiment cette question de comment mieux gérer son temps. Et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à vous donner comme informations, comme pistes, comme astuces, comme ressenti aussi de ce que j'ai mis en place dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ma vie familiale, qu'il va en réalité durer 4 épisodes. Ce thème du temps va nous faire 4 épisodes. Donc aujourd'hui, ce que je me propose de vous partager, c'est tout ce qui est par rapport à notre relation au temps, de nous à nous, vraiment en individuel. Et on va déjà déblayer tout ce que ça nous fait ressentir, penser, la question du temps dans notre vie. Pourquoi c'est un thème vraiment central, cette question du temps ? Parce que le temps est la seule ressource qu'on peut perdre. C'est la seule ressource qu'on ne peut pas capitaliser. Par rapport à l'argent qu'on peut faire fructifier ou on peut avoir des intérêts, le temps est perdu. Une fois qu'on a dépensé ce crédit-là, ces 24 heures qu'on a tous dans notre journée, on ne peut pas les réutiliser, on ne peut pas les récupérer. Imaginez-vous déjà comme si vous aviez chaque matin un versement sur votre compte de temps de 1440 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps, de ce crédit, de ces minutes qui vous sont offertes gracieusement par la vie ? Vous savez déjà un peu ce que vous en faites et puis on va approfondir sur qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autre ou comment modifier et ajuster pour qu'on se sente mieux par rapport à la vision du temps. Le temps, c'est aussi un super levier d'individualisation. Ça veut dire que chaque personne autour de nous a ses propres ressentis et stratégies et actions par rapport à la notion du temps. Qui que vous soyez aujourd'hui à m'écouter, vous avez déjà mis en place des stratégies pour optimiser votre temps. C'est vraiment votre mode d'action, votre puissance personnelle. Et ce que je m'invite à faire avec vous, c'est de vous montrer l'éventail de possibilités qu'on peut appliquer. Et le temps comme ressource gratuite à optimiser, je suis là aussi aujourd'hui pour ça. Pour qu'on fasse de notre temps une ressource à l'infini. Pour qu'on décide enfin de choisir comment utiliser notre temps. Pourquoi ça peut être un problème de gérer notre temps ? C'est d'avoir l'impression un peu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, de courir toute la journée. De se rendre compte qu'on ne fait pas ce qu'on aimerait faire, qu'on manque peut-être un peu de légèreté, qu'on manque un peu de plaisir, de fun. Et en se disant ça, on tourne très vite dans la dépréciation de soi, dans du jugement, dans une sorte de rumination qu'on ne fait pas assez bien, qu'on ne fait pas assez de choses, qu'on ne fait pas bien ce qu'on fait et peut-être qu'on rate une partie de notre vie. Peut-être qu'on manque le bonheur qui s'affiche partout autour de nous. Tout ça, ce sont des perceptions. Tout ça, ce n'est pas la réalité. Ça ne veut pas dire que les autres autour de nous y arrivent mieux, mais on a l'impression de mal gérer notre temps. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe, que l'autre y arrive mieux que nous. Comme si l'extérieur était une sorte de contrainte, quelque chose qui vient comme ça pour nous embêter. Comme si la gestion du temps, comme si l'accumulation d'imprévus, les choses qui ne se passent pas comme on veut, comme si le fait de ne pas pouvoir cocher toute sa to-do list dans la journée, était une contrainte qui venait de l'extérieur.
un des points qu'on va pouvoir aborder ensemble, c'est de voir que le manque de temps n'est pas une contrainte extérieure, que le manque de temps reste à notre appréciation, que ça reste à nous de voir ce qu'on fait de ce temps, et que l'impuissance qu'on ressent, la flamme d'impuissance qu'on ressent, est liée non pas au vrai temps qui s'écoule, à la durée du chronomètre, à la façon de voir que le temps s'écoule et qu'on n'a pas réussi à maintenir notre motivation, notre endurance, notre discipline sur le projet tout au long de sa durée, mais qu'en réalité, la perception qu'on a du résultat influence aussi notre perception du temps. Quand on se rend compte que certaines choses n'avancent pas comme on voudrait, on a une déception, une frustration qui reste un petit peu comme une braise au fond de notre cheminée et qui nous fait moins passer à l'action, qui nous décourage par avance. Donc on va pouvoir balayer un peu toutes ces braises, faire redescendre un petit peu toutes ces flammes plutôt inconfortables dans notre cheminée des émotions. Si vous arrivez par l'épisode 79, tous ces termes-là ont été un petit peu définis en amont. Donc je vous invite vraiment à creuser sur les épisodes précédents, notamment sur l'épisode 69, qui vous en dira un peu plus sur la cheminée des émotions et le scan de nos flammes. Et cette ambiance qu'on croit un petit peu désagréable à l'extérieur de nous, elle risque de nous contaminer. Elle risque de nous dire qu'on n'y arrive pas, de nous enclencher dans cette sorte de roue de hamster avec Léopold qui nous dit « t'y arrives pas, c'est pas la peine d'essayer ». Et si c'est pas la peine d'essayer, évidemment, on rate des occasions d'y arriver pour de bon. Et en tant que parent, on va ramener l'épisode aussi sur ce domaine-là aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'adulte et parent, on aurait le modèle à tenir aussi pour comprendre et faire comprendre à nos enfants comment utiliser le temps qui passe. Ils nous voient agir au quotidien, ils nous modélisent au quotidien sur notre façon de gérer notre propre temps. Et quand ils nous voient dire « il n'y a pas le temps, dépêche-toi, vite, allez, encore plus vite », ils ont l'impression que cette notion du temps, c'est vraiment quelque chose de contraignant, c'est quelque chose d'embêtant, c'est quelque chose qui se vit mal. Et donc ils apprennent à gérer le temps d'une manière plutôt en opposition, en désolidarisation, comme si le temps était un problème. Donc de refaire la paix avec le temps, ce sera le titre d'un des prochains épisodes, de refaire la paix avec cette notion de temps, va envoyer un message à nos enfants qu'on peut utiliser le temps et qu'il y en a. Oui, il y a des moments où on se sentira quand même impuissant et frustré, parce que ces flammes-là, elles vont pas disparaître, mais qu'on va les réguler un peu différemment, parce qu'on aura une position par rapport au temps qui sera un petit peu différente. Et le fait que les autres y arrivent ou non ne devrait plus non plus être un problème. Et ça, on en avait parlé un peu dans l'épisode 40, que les autres envoient des phrases ou des critiques sur le fait qu'on n'a pas assez fait, qu'on n'a pas assez bien fait. On va pas trop le traiter dans cet épisode-là 79, mais je vous renvoie à l'idée que si les autres critiquent notre utilisation du temps, ça en dit autant sur eux que sur nous, et qu'on va déjà se concentrer sur ce que nous, on pense de notre propre utilisation. Alors, comment on va faire? Quelle est la procédure pour mieux comprendre et mieux gérer notre temps? Je vous invite à vous poser tranquillement, à prendre de quoi noter si vous avez envie, soit un carnet, une feuille ou une application de notes sur votre téléphone, et de voir les 12 propositions que je vous fais aujourd'hui. Et puis dans les 3 prochains épisodes aussi, il y aura une douzaine de propositions. La première que je fais avec chaque accompagnement, avec chaque maman que j'accompagne, c'est de se dire là, en l'état, ça ne me convient pas. Je suis en bas du phare, j'ai le nez sur la porte du phare, je ne vais pas bien dans ce contexte-là, je vais monter en haut du phare, prendre de la hauteur, prendre de la distance et voir ce qui est possible de faire. On va monter en haut du phare, peut-être que vous avez déjà fait cette expérience, de passer par l'escalier en colimaçon et de monter tout en haut du phare. Et une fois en haut, de se dire, ah oui, on voit absolument pas les choses de la même façon en bas, le nez collé sur la porte du phare, qu'en haut, avec la visibilité sur la mer, les nuages, le ciel, à perte de vue, les vagues, peut-être les bateaux, peut-être les baigneurs, de se dire une autre manière de voir le temps est possible. Donc à chaque fois que je commence un accompagnement ou une séance, j'invite la personne à se dire qu'une autre façon de voir est possible. On peut conscientiser cette notion autrement. Aujourd'hui, on va le faire sur la notion du temps, mais c'est valable dès que vous avez envie de faire un changement dans votre vie. Une fois en haut du phare, on croit que c'est possible de trouver des outils et des ressources pour voir le temps différemment. On crée un espoir, on a besoin d'espoir sur notre rayure bleue et sur notre rayure de sens, et on va se l'accorder. Une fois en haut, on va se dire « Ok, je vais essayer de voir le temps autrement, je vais mettre en place des actions autrement, et sur ma route, je vais trouver les bons outils. » Là, en l'occurrence, ça va être une partie des pistes que je vous propose. Certaines, vous les avez peut-être déjà entendues, vous les avez peut-être déjà appliquées.
Et puis d'autres, vous les avez peut-être découverts mais pas appliqués. Donc ça va être l'occasion, ensemble, de voir ce que vous voulez recommencer à appliquer ou non. Certaines de mes pistes ne vont pas vous convenir. Laissez-les de côté, vous les laissez pour plus tard ou pour jamais, il n'y a aucun problème. Vous prenez ce qui vous parle aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode. La deuxième piste, après être monté en haut du phare, ça va être de vider tout ce qu'on se raconte à propos du temps et qui stagne dans notre cerveau. Notre petit hamster Léopold, qui nous envoie des phrases, des critiques, des sensations, des jugements, on va lui proposer de balancer tout ça sur l'application de notes ou sur le papier que vous avez devant vous. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre tête où vous vous dites « je devrais faire ça », « j'ai encore fait ça »,« j'ai encore ça à faire »,« j'aurais dû le faire plus vite »,« ça, j'aimerais tellement le faire, mais j'ai pas le temps »,« ça, j'aurais dû mieux le faire, mais j'avais pas le temps ». Donc à chaque fois que le mot « temps » revient dans vos pensées, essayez de l'attraper au vol et de le noter sur votre petit carnet. Il y a vraiment plein d'idées qui vont arriver dans tous les domaines de vie, pro, perso, associatif, familial, par rapport à votre corps, par rapport à votre passé, par rapport à vos projets, à votre futur. Notez tout ce qui vous vient en rapport avec le temps. On est en train de faire une vidange de tout ce qui tourne en charge mentale, en croyances, en projets, en to-do list, en points à cocher. Tout ça, ça doit sortir à un moment pour faire un peu d'espace, pour faire un peu de place. On ne va pas tout de suite creuser chaque point. On les réutilisera tout à l'heure. Donc j'ai d'autres outils à vous proposer pour tout à l'heure. Mais là déjà on sort tout. Ça va peut-être vous prendre une demi-heure, peut-être vous prendre 1 heure. Donc vous pouvez mettre cet épisode pour pause. Et puis on se retrouve tout à l'heure quand vous aurez fini. Bon retour parmi nous. On va attaquer maintenant la piste 3. Cette to-do list que vous avez mis point par point là, on ne va pas tout de suite l'absorber, on ne va pas tout de suite la mettre en action. Mais on va juste la contempler, se dire qu'on a le droit de vouloir tout ça, de penser tout ça, que tout ce que vous avez écrit est légitime et que si on prend un seul point de cette liste, de manière isolée, de manière sectorisée, ce point-là, il est possible. Ce projet-là, il est possible. D'autant plus possible qu'on ne lui met pas un délai trop court. Parfois, on a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à décider, des choses avec une grande ampleur, des choses qui imbriquent des décisions et des sous-décisions et des actions et des sous-actions, qu'on est déjà perdu par l'intensité et l'énormité de la tâche à accomplir. Si vous prenez une seule chose de votre liste, elle est possible, elle est réalisable. Mais ça va demander, oui, plusieurs étapes, oui, de la motivation et oui, peut-être de la persévérance. On y reviendra quand on triera ces tâches-là, mais j'aimerais en étape 3 que vous vous disiez « j'ai le droit de vouloir faire tout ça et c'est normal que je pense tout ça et chacune des choses que j'ai écrites, chacune des actions, des projets, des rêves ou des pensées que j'ai écrites est la mienne actuellement. » Qu'on ne va pas lutter contre tout ça, on ne va pas déjà commencer à se limiter ou se minimiser, on va juste accueillir qu'on avait tout ça dans la tête. Maintenant, certaines de nos phrases, quand on les a écrites, elles ont pu déjà nous provoquer quelques émotions inconfortables. Donc la 4e piste, c'est d'aller scanner quelles émotions désagréables, peut-être une sensation d'impuissance, une sensation de doute, une sensation de peur de ne pas y arriver, sur certains domaines ou sur certains mots que vous avez écrits, vont réveiller en vous, vont allumer en vous une flamme plutôt inconfortable. Si vous avez l'habitude de scanner vos flammes, comme dans l'épisode 69, je vous propose de le faire en autonomie. Et puis sinon, on pourra se voir en séance individuelle pour travailler cette technique et ce processus. Chacune de ces flammes, en elle-même, a des informations à nous dire. Chacune de ces sensations d'inconfort, de doute, de peur, a des éléments à nous dire sur qui on est, ce qu'on voudrait atteindre. Donc ça parle à la fois de nos valeurs et ça parle aussi de nos attentes. Ça parle aussi de ce qu'on croit possible ou non, ce qu'on a déjà réussi ou non. Peut-être aussi notre manière de reconsidérer les échecs qu'on a eus dans notre vie, les blessures qu'on a encore, les braises qu'on n'a pas encore deuillées. Donc ça, c'est un autre exercice aussi qu'on apprend à faire dans le parcours Emotizen. On ne va pas s'attaquer à ça aujourd'hui. Le but, c'est pas d'aller chercher dans les braises ce qui nous empêche d'agir. Le but, c'est aujourd'hui de voir que tout ça est là, tout ça est existant, et que certaines sont des explications pour ne pas pouvoir tout de suite passer à l'action ou de ne pas maintenir sa motivation sur le long terme. En 5e point, je vais vous proposer d'être vigilant à votre état actuel, physique, mental, psychologique et décisionnel. On en a parlé la semaine dernière dans l'épisode 78. Suivant l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous attaquer à la gestion du temps.
Peut-être qu'avant de vous attaquer à la gestion du temps, vous allez avoir envie de nourrir votre besoin de repos, votre besoin de connexion, votre besoin de respect, d'écoute, d'amour, celui qui clignote le plus sur votre arc-en-ciel de besoins. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment de s'attaquer à ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez rempli sur votre batterie d'énergie, comme si vous étiez à 2% de batterie, peut-être que cet épisode il pourra être réécouté la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voyez, faites un petit check avec vous. Est-ce que c'est le bon moment pour s'attaquer à ce problème aujourd'hui? Et si vous souhaitez rester, on continue dans les pistes. Ce niveau de batterie, il est en fonction de votre état émotionnel du moment. Donc il n'y a que vous qui puissiez voir s'il y a trop de flammes inconfortables, s'il y a trop de peur, trop de doute, trop de frustration, trop de colère. Peut-être que la gestion du temps, vous allez créer directement une résistance avec ce sujet et que ce ne sera pas le bon moment. Donc voyez, et si c'est le bon moment, on va pouvoir continuer. La 6e piste, c'est d'aller imprimer un planning vide, un planning hebdomadaire, dont vous prenez du lundi au dimanche, quel que soit le jour où vous écoutez l'épisode. Un planning qui soit vide entre 9h par exemple et 22h. Et dans ce planning vide, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à faire un audit de votre temps. Vous allez voir comment vous utilisez votre temps actuellement. Donc il y a des moments où vous allez mettre travail, balade, aller emmener les enfants à l'école, cuisine, sport, télé. Vous allez pouvoir mettre dans cet emploi du temps tout ce que vous faites déjà. Ce sont des activités quotidiennes, ce sont des activités que vous n'allez pas changer. Une grande partie des activités que vous faites ont déjà un sens, ont déjà un but. On y reviendra tout à l'heure. Là, il s'agit juste de voir la quantité horaire, la quantité par semaine d'heures que vous passez à cuisiner, à manger, à vous occuper des enfants, à aller au travail, à faire des écrans, à populariser peut-être votre groupe d'amis, à relationner avec vos voisins. Donc de faire un petit point au niveau des horaires que vous passez sur chacun de ces domaines-là. À partir de ces horaires-là, ce que vous faites réellement chaque jour, vous allez commencer déjà à avoir des pensées qui viennent en vous disant « mais oui, je passe quand même beaucoup de temps à faire ça ». Et puis ça, je me rends compte que sur toute la semaine, c'est énorme le temps que je passe à faire ça aussi. Et vous allez commencer à prendre une responsabilité en disant « tiens, maintenant que je vois ça, je vais pouvoir peut-être ajuster ». Mais dans un premier temps, de ne pas se sentir coupable de voir l'énorme temps passé sur les réseaux sociaux ou le peu de temps passé à dormir ou l'énorme temps le week-end où vous allez aider d'autres personnes au lieu de prendre du temps pour vous. Tout ça, ça va évoluer au fil de votre perception du temps, mais dans un premier temps, de voir combien d'heures sont disponibles, combien d'heures sont réservées à votre propre urgence, à votre propre besoin de mettre en place vos urgences à vous. Parce que le but de cet audit, c'est de voir combien de temps vous passez pour ce qui vous concerne vraiment, pour ce qui nourrit vraiment vos besoins essentiels. Je vous rappelle que chacune des actions qu'on fait dans notre journée nourrit un de nos besoins. Ça peut être un besoin de détente, ça peut être un besoin de connexion, un besoin d'écoute, un besoin de respect, un besoin d'accomplissement, un besoin de comprendre, un besoin de pouvoir. Donc si vous débarquez sur ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode 7 qui faisait un petit récap des besoins humains. C'est des élans de vie qui nous font avancer dans notre vie, qui vont vers la croissance et la maturité de notre corps, de notre cerveau, de notre esprit. Et dans un second temps, de voir comment chacun de ces besoins pourrait éventuellement être nourri par une autre activité, par un autre moyen et par un autre outil. Donc ça, c'est la piste numéro 10, c'est que ces besoins sont légitimes, mais le choix de l'activité que vous avez mis en face de ce besoin pourrait être un autre. On pourrait utiliser d'autres activités, d'autres moyens, d'autres outils pour nourrir notre besoin de détente, pour nourrir notre besoin de comprendre, pour nourrir notre besoin d'écoute. On peut faire le choix d'une autre lamelle sur notre éventail de stratégies. Donc ça, c'est un outil aussi que je transmets en accompagnement, qui est détaillé dans une des vidéos du parcours Emotizen. Donc l'éventail de stratégies, c'est tous les choix qu'on a mis en place. Ça peut être des habitudes, ça peut être des routines, ça peut être par facilité, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. On nourrit à chaque fois notre besoin d'intimité, notre besoin de protection, notre besoin d'écoute par telle ou telle action. Et en réalité, renforcer et développer nos éventails de stratégies est une technique qui marche aussi pour les émotions, qui marche en dehors de la gestion du temps. Mais là, elle est pertinente dans l'idée de la gestion du temps parce que si vous changez d'activité
ou si vous changez de moyen pour nourrir ce besoin, vous allez peut-être trouver une activité non seulement qui en nourrit plusieurs à la fois, qui deviendrait une sorte de tequil dans l'épisode 8, mais aussi une activité qui vous prendrait peut-être moins de temps, qui regrouperait plusieurs besoins et qui en plus vous prendrait moins de temps. Donc ça se construit sur le long terme, on ne va pas y venir tout de suite, mais je pose cette graine-là que quand on choisit une stratégie différente, on peut à la fois nourrir plus de besoins, on peut à la fois partager ce tequil avec un enfant, avec un partenaire de vie, et en plus gagner du temps. Je propose très souvent des idées de tequil, que ce soit dans les rooms Clubhouse ou dans les épisodes, et puis il y en a même en story sur Instagram. Donc si cette idée de tequil est nouvelle pour vous, je vous invite à regarder en story à la une sur Instagram tous les tequils que je propose, notamment les week-ends avec les filles et tout ça. Quand on a vu qu'il y avait d'autres éventails possibles, que ce soit pour nous, pour notre partenaire, pour nos enfants, on va reprendre depuis le début cette petite to-do qui nous avait un peu affolés. Donc vous aviez posé sur le papier tout ce que Léopold, votre hamster, vous disait, tout ce que vous pensiez de ce que vous aviez à faire, de ce que vous vous donniez comme mission de faire, de ce qui restait à accomplir, de ce qui restait à cocher. Et cette to-do, on va la modeler à travers la matrice d'Eisenhower. Vous l'avez peut-être déjà pratiqué, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est un outil de gestion du temps qui est très connu, qui est représenté de manière traditionnelle par 4 carrés, comme les fenêtres à l'ancienne. Donc une fenêtre à l'ancienne, un grand carré coupé en 4, comme s'il y avait un grand plus au milieu de la fenêtre. Et donc ces 4 carrés vont représenter une manière de classer les choses de votre to-do. Parmi vos choses de to-do, tout ce que vous avez balancé, toutes les pensées qui sont venues sur ce que vous aviez à faire, il y a des choses que vous allez coder en urgent et important. Donc au début, on a souvent la sensation que tout ce qui est sur notre liste est urgent et important. Donc au début, dans cette case, il va y avoir beaucoup de choses. Donc je vous invite, avant de remplir la case, de commencer juste par reprendre la liste, sans tracer les 4 cases pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure, mais de prendre 4 couleurs de crayon ou 4 stabilos si vous avez ça sous la main, et puis juste de souligner les idées de tout à l'heure dans tout ce que vous avez écrit, qui est peut-être parfaitement enfoui. Moi je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, il y en avait dans tous les sens, de souligner ce qui vous paraît et urgent et important. Si vous arrivez à trouver peut-être déjà une dizaine de choses qui vous paraissent et urgentes et importantes, vous pourrez ensuite les écrire dans la case en haut à gauche qui va être et urgent et important. La seconde case, en haut à droite, ça va être les choses qui ne sont pas urgentes mais qui sont importantes. Elles ne sont pas urgentes dans le sens il n'y a pas de délai qui est mis là tout de suite spontanément. C'est pas quelque chose à rendre avant le 24 décembre. C'est quelque chose dont la date peut fluctuer. Néanmoins, vous sentez que c'est important de faire cette chose, ce dossier, ce déménagement, ce stage, cet accomplissement, ce sport. Vous sentez que c'est important pour vous, qu'il y a un enjeu, que ça va nourrir une rayure de besoin, que ça va avoir un impact dans votre quotidien. Même s'il n'y a pas de délai, même s'il n'y a pas d'urgence, vous sentez que pour vous, ça va être décisif, ça va être une étape. Donc soulignez avec une deuxième couleur dans votre liste ce qui vous paraît important pour vous, mais pas spécialement urgent, et ensuite reportez-le dans la case en haut à droite. On a peut-être déjà atteint une bonne moitié de votre liste initiale, et j'entends que ça peut être difficile de trier ce qui est urgent ou pas urgent pour vous. Avec la pratique de cette matrice, vous allez aller de plus en plus loin. Donc ne vous jugez pas de ne pas y arriver parfaitement, c'est une pratique, ça va avancer, ne vous inquiétez pas. Désolée pour le petit bruit d'hélicoptère qui accompagne ce morceau d'épisode. Ensuite, la case en bas, à gauche, va nous proposer de faire ce qui est très urgent, mais pas important. Ça peut être la facture de foot du petit dernier, ça peut être le robinet qui fuit dans la cave. Là, c'est urgent de s'en occuper au vu des conséquences que ça va provoquer. Conséquences financières, conséquences émotionnelles, conséquences d'organisation de la famille. Ça vous paraît très urgent. Est-ce que c'est important suffisamment pour être dans la case d'en haut ou pas? Je vous laisse décider. Parfois c'est important et urgent, parfois c'est juste urgent. On verra plus tard comment on fait pour mettre en place un plan d'action pour chacune de ces actions. Là, on est en train de les trier déjà dans 4 domaines différents. Ce qui est urgent, mais pas important. Et puis la dernière case, en bas, à droite, vous l'avez deviné, c'est la case qui va parler de ce qui n'est ni urgent, donc il n'y a pas de délai de réalisation, ni important.
c'est des choses qui se sont retrouvées quand même sur notre liste, parce qu'on est bien élevé, parce qu'on a des principes, parce qu'on a des valeurs. Et donc on se dit que oui, ce serait bien d'envoyer une petite carte de remerciement pour le mariage de la belle-sœur. Oui, ce serait bien. C'est ni important ni urgent. Ça peut être important pour certains, ça peut être urgent pour certains, ça dépend où on place nos valeurs et nos besoins à ce moment-là. À vous de voir si rendre le livre à votre cousin, c'est urgent et important. Peut-être que oui, peut-être que non. Il reste sans doute une petite dizaine de mots, de phrases, d'idées qui vont se retrouver aussi dans cette case, ni important, ni urgent. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fera jamais. Ça veut juste dire que notre énergie va se déplacer sur ces 4 cases dans un ordre un peu plus conscientisé. En réalité, si on met tout dans la case urgent et important, dans la case en haut à gauche, on va s'éparpiller. Parce qu'on va se dire tout est important, tout est urgent, je veux tout faire maintenant, parce que si je ne fais pas maintenant, je serai nulle et je serai incapable et je serai une mauvaise mère, femme, épouse. Remplissez les 3 petits points qui vous conviennent. Une fois qu'on voit ces 4 cases remplies différemment, on va se dire, bon, aujourd'hui, je vais choisir de faire certaines choses urgentes, parce qu'on n'a pas le choix, il y a vraiment des urgences, de faire aussi certaines choses importantes, et ensuite, on verra s'il me reste du temps, s'il me reste de la place, s'il me reste de l'énergie pour faire des choses qui sont moins importantes. Et là, vous commencez à dessiner un peu plus la régulation de votre énergie par rapport à votre temps. Regardez ce que vous avez rempli comme matrice, regardez si ça vous convient. Il se peut que demain ou dans 2 jours, il y ait déjà des choses qui changent de case, parce que vous allez modifier très rapidement les priorités dans votre tête. Vous allez commencer à réguler ce qui vous paraît moins important que vous ne pensiez. Je vous indique une petite astuce que je pratique moi-même, c'est qu'avant de savoir si c'est important et avant de le mettre dans la case, important ou pas important, je regarde si ça concerne uniquement ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ou si ça englobe une conséquence sur autrui. Parfois, on se fait un peu parasiter par l'idée que si on fait cette tâche, ça va apaiser la relation avec quelqu'un d'autre. Ça va favoriser une connexion avec quelqu'un d'autre. Donc on se le met comme une tâche importante parce que quelqu'un d'autre est concerné. Une des astuces supplémentaires, c'est de voir, est-ce que je trouve ça important uniquement pour moi ou est-ce que je trouve ça important parce que j'ai une haute valeur de la connexion à autrui et que je voudrais aussi que autrui soit content. Et dans ce cas, je le trouve important, ce mot, cette phrase, cette action, parce que ça me semble important pour quelqu'un d'autre. C'est une manière d'arbitrer. Est-ce que ça vous paraît important pour vous ou est-ce que vous croyez que c'est important pour quelqu'un d'autre? Et une fois de plus, certaines phrases vont peut-être bouger dans votre matrice d'Eisenhower. C'est possible. Et la dernière astuce, la 12e, bon je pense qu'il y en a eu un peu plus glissé par-ci par-là, la 12e que je vous avais notée et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de mettre en face de chaque case une date limite. C'est-à-dire ce qui est urgent et important, normalement la date limite elle est déjà sur la feuille d'impôt, elle est déjà sur la facture ou elle est déjà dans l'état que vous vous donnez que si le robinet continue à couler dans votre cave, vous allez en avoir pour 100 € de consommation d'eau inutile. Donc cette date, ce délai, soit il est déjà écrit noir sur blanc, soit dans votre tête, vous avez fait une sorte de raccourci d'urgence. Donc mettez-le vraiment noir sur blanc en disant si c'est urgent, si c'est important, à quelle date j'estime que ça doit être réglé. Est-ce que ce déménagement, ce changement de pays, ça va être en 2023 ou en 2025 ? De quel délai je dispose pour enclencher toutes les actions et tout le rétro-planning qui va avec, on en parlera la prochaine fois, pour mettre en place toutes ces actions. Le fait de mettre en face de chaque tâche un délai, une date limite, met à disposition au cerveau, de manière inconsciente, comme une sous-tâche, une certaine résolution de problème. Ça veut dire qu'en face, on met la date limite et notre cerveau, sans nous le dire consciemment, va commencer à réfléchir à si ça doit être fini pour telle date, je vais commencer à repérer autour de moi des indications, des indices, des objets, des phrases, à ouvrir le champ de perception, à ouvrir mon champ d'attention vers des moyens qui vont peut-être mettre en action cet objectif-là. On n'en est pas encore à cette manifestation ou cette visualisation que la tâche est déjà finie, mais si vous avez lu des textes autour de ça, vous vous doutez qu'une fois que c'est écrit noir sur blanc sur le papier, donc dans vos cases de matrice, une fois que vous avez mis un délai à côté
Et quand vous connectez vraiment à chacune de ces choses importantes pour vous, donc notamment la case importante, vous allez vous rendre compte que intuitivement, vous avez déjà des choses qui vous disent « Ah oui, ça c'est plus prioritaire que ça ». Donc vous allez commencer une hiérarchie dans l'importance de ces choses qui sont écrites. Ça, c'était une première partie pour se réconcilier un peu avec tout ce qui tourne dans notre tête autour de la notion du temps. C'est très abstrait, hein. Ça reste quelque chose d'individuel, ça reste quelque chose de difficile à expliquer à un autre être humain. La perception du temps, la notion du temps, j'avais beaucoup aimé ça hein, quand on était en cours de philosophie en terminale, c'est que chacun des philosophes a une version du temps qui est différente, chacun s'approprie cette notion du temps. Et ce que j'aimerais pour finir cet épisode avec vous, c'est qu'on se dise que si on a ces questions de temps, si on a ces problématiques autour du temps, ça veut quand même dire qu'on a été crédité ce matin de ce nombre d'heures, qu'on est encore vivant pour pouvoir disposer de notre temps. Oui, peut-être qu'on a l'impression de subir une partie de nos actions et de notre journée. Oui, on a l'impression d'avoir peu de temps à nous. Et ce temps, on va le créer. On va le créer dans les 3 prochains épisodes. Ce temps, on va le remanier. Ce temps, on va le changer. Alors, je ne vais pas changer le temps, je ne vais pas arrêter le temps, mais on va le percevoir d'une manière différente. On va le percevoir comme un cadeau. Il y a cette phrase qui a été attitrée à des poètes soufis qui dit que le présent est un cadeau. Le présent, le temps présent est un cadeau. On ne voit pas toujours tout ce qui englobe ce qu'on est en train de vivre maintenant. Peut-être que là, en m'écoutant, vous avez déjà plusieurs idées qui sont en train de changer vos perceptions du temps et que vos actions dans les prochaines heures vont être à l'initiative d'autres changements dans votre vie. À l'instant présent, on peut prendre conscience de plein de choses, de bonheur, de légèreté, de joie, de plaisir, ou alors on peut rester dans une insatisfaction, une frustration, une rumination. Ça reste un choix dans les 2 sens. Et les déclencheurs peuvent être exactement les mêmes. Le même événement peut provoquer chez quelqu'un une sorte de gratitude de vivre ça, et chez quelqu'un d'autre une frustration, une humeur maussade, une colère, à cause du même événement. Je me relie à vous, si toutes ces notions sont un petit peu difficiles aujourd'hui à comprendre, je vous invite peut-être à réécouter l'épisode une 2e fois, à télécharger un planning vide et puis à commencer à auditer votre temps jusqu'à la semaine prochaine afin qu'on puisse avancer sur les outils, que vous ayez une meilleure clarté sur ce que vous utilisez déjà dans votre temps. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis rendu compte que le temps que je passais sur les réseaux sociaux, je l'avais sous-estimé, que le temps que je passais à m'occuper de mes enfants, je l'avais aussi sous-estimé. En fait, on a une mauvaise perception horaire, une mauvaise perception de la variable qu'on applique vraiment au quotidien. Pareil pour la création de contenu, si vous faites beaucoup de publicité sur votre entreprise, je pensais ne pas passer autant de temps à créer du contenu. En réalité, c'était au moins 10 heures de plus par semaine que je ne le croyais. Le fait d'auditer ne veut pas dire se juger. Le fait d'auditer, c'est une base d'information pour ensuite évoluer vers plus tard ce qu'on veut vraiment, notamment en fonction des priorités qu'on va faire dans notre matrice. Avant la semaine prochaine, si vous souhaitez aller plus loin sur ces notions-là, en rapport avec ce que j'utilise d'habitude comme outil, je vous propose d'aller réécouter l'épisode 70 qui donnait quelques pistes pour alléger le quotidien. Vous allez retrouver déjà quelques pistes. Ou alors l'épisode 63 qui parlait de répartir les tâches en famille. Donc ça va être des pistes qu'on va explorer dans les 2 prochains épisodes. Et enfin, comment se créer un petit temps de qualité en solo. C'était l'épisode 62. Parce que peut-être qu'avant d'attaquer cette grosse montagne de la gestion du temps, vous avez peut-être un petit peu besoin de ce temps de qualité de vous à vous-même. Je serais ravie d'avoir vos retours sur ces premiers exemples, sur ces premières pistes autour de la question du temps. Si vous avez d'autres angles à partager, je serais ravie aussi de les communiquer sur les réseaux en donnant d'autres pistes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des astuces pour mieux gérer son temps. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.